Et on commence avec les news de cette semaine. Une news assez intéressante, j'aime bien quand on parle un petit peu intelligence artificielle. Et quoi de plus, on va dire, pignon sur rue que OpenAI, qui est donc le créateur et le diffuseur de ChatGPT, pour parler un petit peu d'intelligence artificielle. Il se trouve qu'il y a eu une grosse news cette semaine. Scarlett Johansson est un petit peu montée au créneau en disant c'est pas ma voix là que vous êtes en train d'utiliser sans mon accord. Et donc en fait, il y a eu des répercussions à cet endroit-là. En fait, depuis l'automne dernier, OpenAI utilise 5 voix pour ses outils de ChatGPT, dont une a très vite été identifiée comme étant nourrie par celle de Scarlett Johansson. Et il se trouve que, évidemment, avec l'idée que donc, cette voix s'appelle Sky, et que c'est en fait Scarlett Johansson dans la version dans Her, en fait, le film de Spike Jonze, de mémoire. Ouais. Et en fait, dans une déclaration publique cette semaine, elle explique qu'elle a effectivement été contactée par OpenAI, dont le PDG s'appelle Sam Altman, donc c'est lui qui l'a contactée directement. Elle a été contactée en septembre, et en fait, il voulait l'engager pour la voix de ChatGPT 4, et donc nourrir son intelligence artificielle avec la vraie voix de Scarlett Johansson. Au bout du compte, elle a fini par refuser cette offre, poliment, sauf qu'en fait, au moment du lancement en grande pompe, Monsieur Sam Altman a envoyé un petit tweet avec juste 3 lettres, H-E-R, her, histoire de dire, voilà, l'inspiration est très nette, la référence est effectivement là, et les gens ne s'y sont pas trompés, puisque en écoutant cette voix générée automatiquement, tout le monde a dit, mais attends, mais c'est toi en fait, Scarjo. Donc, aussi bien les fans sur Internet que sa famille, et Scarlett Johansson a dit, mais en fait non, moi j'ai refusé, ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est pas censé être moi. Et donc du coup, elle les a menacés d'une action judiciaire cette semaine, qui a abouti du coup au retrait de cette voix chez OpenAI et ChatGPT. Mais pour elle, c'est pas suffisant. Elle souhaite qu'il y ait une loi qui soit passée pour protéger les droits individuels, et notamment pour protéger un petit peu les créateurs de l'industrie, mais aussi pour obtenir de la transparence sur comment les intelligences artificielles sont nourries. Parce que c'est évidemment un des grands sujets. D'où viennent toutes ces informations qui sont parfois très impressionnantes, telles qu'elles nous sont régurgitées par ChatGPT, mais d'où est-ce qu'elles viennent en fait? Est-ce que il y a est-ce qu'on va à l'encontre du copyright? Est-ce qu'on va à l'encontre aussi des droits individuels, la possession de sa propre voix? C'est des questions qui se posent en ce moment et qui sont intéressantes d'être relevées en ce moment. C'est pas exactement sur le même sujet, mais il y a aussi tous les doubleurs, comédiens de doublage en France qui militent justement pour que l'IA soit encadrée, parce qu'ils ont très très peur pour leur métier, le fait que l'IA soit utilisée pour les doublages de films français. Et les séries aussi. Et c'est vrai que ça fait un peu peur parce que l'IA peut faire beaucoup de choses, on le voit de plus en plus, au-delà même des deepfakes. D'un point de vue voix, c'est impressionnant. Voix, c'est monstrueux, et c'est vrai que la voix utilisée par OpenAI pour la présentation, pour la nouvelle présentation de ChatGPT 4o, je sais plus. Ouais, c'est 4.0 je crois. 4.0. Était vraiment très proche de celle de Scarlett Johansson, et je comprends qu'elle ait pété un câble. Et Scarlett, faut pas trop la faire chier, parce que rappelle-toi aussi quand Black Widow était sortie sur Disney+, elle était aussi allée en justice avec Disney pour dire, mais attendez, normalement il devait y avoir une sortie cinéma, et là vous nous l'avez faite à l'envers en le sortant juste sur Disney+ directement, et elle avait gagné. Bien sûr. Donc Scarlett, elle a des bons avocats. Faut faire attention quoi. Mais si ça peut aller vers le sens de la législation et d'encadrer un petit peu les choses, pourquoi pas, pour protéger un petit peu les acteurs de ce milieu-là, parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure des acteurs de doublage en France, et c'est effectivement un des métiers qui est complètement en danger en ce moment, quoi. Et il y en a tellement d'autres, donc c'est important d'en parler effectivement. Grave. Tu parlais de super-héros avec Black Widow tout à l'heure, on va rester un petit peu dans la thématique, puisque Hugh Jackman a pris la parole cette semaine au sujet de son retour en tant que Wolverine après Logan, qui devait être sa dernière apparition dans le rôle évidemment charismatique. De Wolverine, tout à fait. Mais en fait, pour rappel, lorsque Hugh Jackman a signé pour Deadpool 3, les gens étaient un peu surpris, parce que, comme tu l'as dit, il avait plus ou moins
arrêter sa carrière en tant que Wolverine avec Logan. Sans spoiler Logan, c'était vraiment un très beau final pour le personnage, mais bon, il a décidé de revenir pour Deadpool 3. Et l'acteur s'est récemment entretenu avec Fandango aux côtés de Ryan Reynolds et du réalisateur Sean Levy pour parler en fait de cette décision de revenir dans la peau du super-héros après Logan sorti en 2017. Voilà ce qu'il dit. J'étais en route, je conduisais simplement et littéralement comme un éclair. Cette certitude est venue au plus profond de moi que je voulais faire ce film avec Ryan. Pour que Deadpool et Wolverine se retrouvent, je vous jure, quand j'ai dit que j'avais fini, je pensais que j'avais vraiment fini. Mais dans le fond de ma tête, depuis que j'ai vu Deadpool 1, je me disais ces deux personnages ensemble, ce serait génial. Je le savais que les fans le voulaient depuis que j'avais enfilé les griffes. Les gens parlaient de ces deux-là, donc ça a toujours été là, donc je le savais. Bon. C'est beau. Est-ce que c'est une justification comme une autre? Je pense qu'il y a un petit bifton quand même qui est passé, certainement. Qui est passé par là. Voilà. Je pense qu'il aime énormément le personnage de Wolverine, qu'il a quand même révélé au grand public. Il est très très pote avec Ryan Reynolds, donc forcément ça joue aussi. C'est plutôt intéressant quand même comme déclat de sa part. Et il dit autre chose, c'est que Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, avait dit à Hugh Jackman: ne reviens pas. Ouais. Laisse-moi te donner un conseil, Hugh, ne reviens pas. Tu as eu la meilleure fin de l'histoire avec Logan. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions annuler. Apparemment, il a quand même réussi à passer outre ce conseil de Kevin Feige, qui doit pas être le dernier en plus, hein, Kevin Feige, pour faire du blé sur des licences. Donc ouais, je pense moi derrière qu'il y a un énorme chécos et que Hugh Jackman n'a pas dit non. Ouais, bien sûr. Et puis je pense qu'il y a une vraie envie d'aller jouer aussi face à son pote, qui est Ryan Reynolds, et de se dire, ok, bah, en fait là on vient, on s'amuse, et en plus on fait un truc que les fans aimeront sans doute bien voir. Ouais. Je pense qu'ils se sont amusés comme des petits fous sur le tournage. On espère qu'au-delà de s'être amusés tous les deux, ils se sont pas plantés et que nous, ça nous amusera aussi. Enfin, le but, c'est avant tout d'amuser le public, quoi. Ouais, parce que ce serait dommage quand même d'annuler, entre guillemets, la fin de Logan pour un truc qui soit pas ouf. Voilà. Mais bon, c'est dans 2 mois que ça sort maintenant, Deadpool and Wolverine. On va le dire, je pense qu'on y croit tous les deux. On espère, en tout cas moi j'y crois, ouais, bien sûr. J'espère vraiment que ce sera bien. Après, est-ce que ce sera bien, je sais pas, parce que encore une fois je touche du bois. Mais oui, ce serait cool. Ce serait cool, voilà. Petite news connexe à ce sujet, au sujet du film sur les X-Men du coup. X-Men, parce qu'en fait, on le sait depuis quelques mois, les X-Men vont revenir au cinéma sous l'égide du MCU, donc ça c'est cool. Et Marvel Studios accélère le développement du live-action avec Michael Leslie, le scénariste de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau moqueur, qui actuellement... Pardon ? Donc le préquel qu'on a eu le préquel l'année dernière. Exactement, qui avait bien marché d'ailleurs au cinéma. Et donc Michael Leslie qui est en négociation pour écrire le script. Le film, encore une fois, est vraiment à ses débuts. Donc il n'y a aucun acteur, il n'y a aucun réalisateur qui est attaché au projet et il n'y a aucune date de sortie. Mais on sait évidemment que Kevin Feige sera le producteur, mais il est producteur de tous les films du MCU. Donc tout ça va un petit peu commencer après la grève des scénaristes, le développement du film X-Men. On parlait de Deadpool juste avant, on imagine qu'il y aura des liens parce que Wolverine est quand même le X-Men. Donc il y a peut-être des chances aussi que Wolverine fasse une apparition dans ce film X-Men, sauf s'ils arrivent à conclure une deuxième fois la storyline de Wolverine made in Hugh Jackman, à voir. Mais en tout cas, il y aura forcément des liens, je mets ma main à couper, qui vont faire un lien avec ne serait-ce que un teasing du film qui sortira dans quelques années. Et pour rappel, en fait, le dernier film X-Men en date, c'est Dark Phoenix, qui est sorti en 2019, qui avait été produit par la Fox, qui était une énorme bouse. Que je n'ai pas vu. Moi, ne le regarde pas, c'est pas grave, voilà. Et ça allait de mal en pis, cette nouvelle franchise X-Men, qui était géniale avec First Class, qui était pas mal avec Days of Future Past, et qui commence à se flinguer avec Apocalypse, et puis qui se termine sur la tête sur le bitume avec Dark Phoenix, quoi. Mais c'est dommage. Mais en tout cas, voilà. T'avais regardé Les Nouveaux Mutants d'ailleurs ? Ah non, j'avais oublié celui-là. Bah tiens, moi non plus, j'ai pas regardé parce que c'est un film un peu malade, tu sais, bien sûr. qui avait été complètement tranché sur la table de montage. Et pareil, c'était un spin-off, rappelez-vous, avec Maisie Williams, etc. Et c'est vrai que j'ai pas eu la curiosité d'aller le regarder. Mais c'est vrai que oui, à partir d'un certain stade, et je pense que ça se tient effectivement au moment de l'Apocalypse, X-Men ça devient compliqué chez la Fox. Donc on espère
que la résurrection, le reboot, appelez ça comme vous voulez, chez le MCU, se fasse correctement. Mais là, je pense qu'ils ont vraiment pas le droit à l'erreur, donc bon. Donc on va leur donner évidemment le bénéfice du doute à ce sujet. Tout à fait. Très bien. Sur la dernière... Non, il y a une autre news derrière, je crois, après celle-ci. J'ai une news dont je voulais vous faire part, c'est George R. R. Martin, donc évidemment l'écrivain de Game of Thrones, enfin derrière la saga qui a donné vie à Game of Thrones et à House of Dragon, etc., a pris la parole la semaine dernière au sujet du nouveau spin-off qui arrive en 2025 qui s'appelle The Hedge Knight, qui n'a pas encore de nom en français, peut-être qu'il en aura pas d'ailleurs, mais qui s'est exprimé en fait sur son blog, qu'il appelle Not a Blog, et qui s'est exprimé sur à quel stade ils en sont de la production. Donc à savoir que la plupart des auditions sont terminées, donc que la plupart des personnages principaux ont déjà été recrutés, que le tournage va très probablement bientôt commencer cet été. Ils comptent aller le voir sur les coups de juillet, a priori. Et la première lecture, du coup, par le cast a été effectuée, et c'est bien passé, semble-t-il. Il s'est surtout exprimé sur la tonalité de ce nouveau spin-off, en expliquant que ça sera pas du tout comme Game of Thrones, et que ça sera pas du tout comme House of Dragon. Il dit The Hedge Knight sera beaucoup plus courte que Game of Thrones ou House of Dragon, avec une tonalité très différente, mais c'est toujours Westeros, donc personne n'est en sécurité. Évidemment, c'est un peu sa marque de fabrique. Rappelle qu'on va y suivre un chevalier nommé Sir Duncan et son écuyer qui n'est autre qu'un très très jeune Targaryen. Et donc il y a 3 nouvelles qui pourraient être adaptées au final, donc une saison par nouvelle. Et il nous dit dans ce post de blog qu'il a l'intention d'en écrire d'autres d'ici la fin de la série. Mais avant ça, il a quand même le 6e livre de sa saga à terminer, donc bon, c'est pas certain que la série Hedge Knight puisse avoir plus que 3 saisons. Et rappel, on avait parlé dans un précédent épisode, Owen Harris, réalisateur d'un des meilleurs épisodes de Black Mirror, réalisera 3 des 6 épisodes qui sortiront du coup probablement à la fin de l'année 2025 sur HBO et sur Max en France du coup. Ouais, Max voilà. Qui se lance très prochainement d'ailleurs, qui se lance en juin. Ouais, le 11 juin, comme on en avait parlé dans un précédent épisode de Pop News, puisque c'est quelque part un podcast total qu'on vous propose nous chaque semaine, tous les lundis et tous les mercredis. Le journalisme total, bien entendu. Merci de le soutenir. Voilà. Et une dernière news avant de passer au bref, Adrien. Ouais, news jeu vidéo avec Call of Duty Black Ops 6 qui a été annoncé dans une vidéo diffusée très récemment. Il y en aura une deuxième. Alors là, on enregistre sur Twitch, mais au moment où vous écoutez ce podcast, elle est sortie hier. Ce sera une vidéo d'un peu moins d'1 minute qui éclaircira en fait les nombreuses zones d'ombre sur l'histoire. Et apparemment, cet épisode se déroulera durant la guerre du Golfe. Donc on avance quand même vachement dans le temps parce que à la base le premier Black Ops c'était la guerre du Vietnam, donc là on sera sur 1991. Donc il y a des teasers qui traînent un peu partout. On apprend aussi que Saddam Hussein sera présent dans Black Ops 6. Donc bon, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais c'est le retour d'une licence dans la licence, parce qu'en fait c'est un épisode Black Ops qui est adoré des fans. C'est vrai que moi c'est mon préféré après Modern Warfare. J'aime énormément ce qu'ils ont fait avec Black Ops, parce que ça tentait des choses, et puis il y avait vraiment ce côté c'est moins grandiloquent que le reste de la saga. C'est beaucoup plus intimiste entre guillemets quoi. Il y a un côté un peu espionnage, un côté on te retourne le cerveau. Il y a énormément de références à des films très bons, style The Deer Hunter, je l'ai plus en français, avec De Niro et tout ça. Enfin bref. Et donc voilà, c'est Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer. Et ça s'était un peu perdu quand même ces dernières années. Mais si Black Ops 6 peut revenir en grande forme, ce serait cool. Et ça sortira, si tout va bien, fin d'année sur les plateformes actuelles et les anciennes, parce que apparemment, il pourrait tourner sur de la vieille console. Ouais, grand classique de ce genre de licence qui a très envie de se vendre par palettes entières et par camions entiers. Très bien, donc Call of Duty, Black Ops 6, et oui, on arrive très prochainement à la période du Summer Game Fest. Forcément, ça s'active un petit peu du côté du marché du jeu vidéo, bien entendu. C'est l'heure des brèves, comme leur nom l'indique, ça va être très rapide. Avec Eric Kripke, c'est difficile à dire, hein.
Kripke. Kripke. Qui est donc le showrunner de The Boys, qui nous explique que la writing room, donc l'équipe d'écrivains de la saison 5 de The Boys est déjà assemblée depuis 1 mois et a déjà commencé à travailler sur cette saison 5 qui nous a été confirmée et annoncée la semaine dernière ou la semaine d'avant de mémoire. Donc voilà, ça devrait arriver assez rapidement en fait après la saison 4. Knives Out, donc à couteau tiré, le numéro 3, arrivera en 2025 et on connaît désormais son titre. Il s'appelle Wake Up Dead Man, donc réveille-toi homme mort. C'est le retour de Benoît Blanc et de Ryan Johnson derrière la caméra, bien entendu. On a eu une liste de la part du Hollywood Reporter au sujet des nouvelles jeunes stars du cinéma. Alors évidemment, il y a du Paul Mescal, il y a du Sydney Sweeney, etc. Et au sujet de Paul Mescal, ils expliquent que le jeune homme serait tout en haut de la liste pour incarner un des Beatles dans les 4 biopics sur lesquels est en train de travailler Sam Mendes, dont on vous avait parlé il y a quelques semaines déjà. Donc, alors, dans quel rôle de Beatle tu le vois bien? Moi, j'ai du mal à le voir là tout de suite. Ringo, c'est pas gentil. Bah... Paul McCartney, il n'y a pas l'air au son. Non, je trouve pas. Pas non plus pour George Harrison. Ouais, je sais pas. Ringo ou pas? Ça peut, hein, Ringo. Non, Ringo, c'est pas déconnant. En vrai, pourquoi pas. Hein. Parce qu'il est un peu carcasse. Ringo était pas carcasse, mais ouais. tu le mets pas pour John Lennon, c'est sûr. Non, c'est soit certain. McCartney, soit Ringo. Ouais. McCartney, pourquoi pas. Ouais. Voilà donc sur Paul Mescal. La série Green Lantern, enfin la série Lanterns, adaptée des sagas de comics Green Lantern du DC Universe version James Gunn, a désormais pas mal d'écrivains et de showrunners derrière elle, puisqu'on parle de Damon Lindelof, excusez du peu, mais aussi de Chris Mundi, qui est un des showrunners d'Ozark, et de Tom King, qui est un des auteurs de comics les plus en vogue en ce moment. Donc voilà, James Gunn s'est bien entouré pour cette série télé qui s'appelle Lanterns et qui devrait arriver sur Max en 2026 de mémoire. Toujours en 2026 d'ailleurs, une série Marvel du MCU a été annoncée en exclusivité par Variety cette semaine. Elle traiterait d'un certain Vision qu'on n'avait pas encore assez vu. Alors ce serait du coup probablement une résurrection pour le personnage joué par Paul Bettany. Paul Bettany qui va revenir pour jouer ce rôle-là. Et on a déjà le nom du showrunner. Il s'agit de Terry Matalas, qui était producteur exécutif sur Star Trek Picard. Sur la saison 2 de The Last of Us, on est toujours en tournage, bien entendu, mais petite news de casting, puisque Jeffrey Wright, que vous avez vu notamment dans Westworld, reprendra le rôle d'Isaac, puisqu'il l'incarnait dans la série de jeux vidéo. Il le reprendra en version live action. C'est toujours prévu pour 2025. Dexter, la série préquelle, a trouvé une partie de son casting, avec Patrick Gibson dans le rôle de Dexter 15 ans avant Dexter dans l'épisode 1 sur Showtime. Ensuite, on aura aussi Christian Slater et Molly Brown dans les rôles principaux. Sachez que cette série s'appelle Dexter Original Sin et est prévue sur Paramount Plus et Showtime. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trop de dates de sortie. C'est toujours prévu pour 10 épisodes cependant. Des licenciements en pagaille chez Pixar, c'était attendu depuis quelques mois déjà. Ils ont été annoncés il y a quelques jours aux employés. La masse salariale concernée, c'est quand même 14% de l'intégralité du studio. Le studio, c'est à peu près 1300 personnes, donc ça concerne 175 employés, a priori, du côté de Pixar, dans un contexte évidemment où Disney essaie de casser un petit peu les coûts et de recentrer sa production sur la qualité plutôt que la quantité. Un premier visuel de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Rive dans la saison 4 de The Witcher a été dévoilé cette semaine. Bon, il n'y a pas spécialement grand chose à en dire. Mais voilà. C'est ok, hein. C'est plutôt ok. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus. Daniel Radcliffe s'est exprimé à nouveau au sujet de sa présence ou non dans la série Harry Potter qui est prévue par Warner
sur une décennie prochainement, dont on avait déjà parlé régulièrement, et donc l'acteur qui avait fait ses débuts dans le rôle du sorcier à lunettes reste très prudent en disant que très franchement ils vont certainement avoir envie de repartir de zéro et de recommencer, on va dire from scratch, donc start fresh, et il dit qu'en fait il s'attend pas du tout à ce qu'on lui propose une apparition, un caméo, et il lui dit que moi ça me va très bien de passer le flambeau sans avoir à passer à l'intérieur de la série. Je pense que c'est une bonne idée pour lui, effectivement, pour se désolidariser de ce personnage, bien entendu. Désolidarisation aussi de Donald Trump, puisque le film The Apprentice, qui a été projeté à Cannes la semaine dernière, ne semble pas spécialement plaire au candidat à la présidentielle 2024 aux États-Unis, bien entendu. Pour rappel, ce biopic traite de la montée en puissance de Donald Trump dans les années 80. Il y est joué ici par Sebastian Stan et aux côtés de Jeremy Strong de Succession. Et a priori, ça plaît pas spécialement trop aux avocats de Donald Trump qui essayent de le mettre en demeure, et avec une injonction de cesser la potentielle vente du film aux États-Unis. Voilà, bon. Le producteur est plutôt droit dans ses bottes en disant oui, on parle beaucoup de Donald Trump et de ses avocats, mais on parle assez peu de son taux de succès sur ses procès. Voilà. Et dernière brève de la semaine que j'ai sélectionné pour vous, c'est le prochain film de Steven Spielberg, a été annoncé pour le mois de mai 2026, le 15 mai 2026 aux États-Unis. Pour l'instant, on ne sait pas de quoi il traitera, on sait cependant que ça vient d'une idée originale du réalisateur lui-même, et que ce sera écrit par David Koepp, qui est donc un de ses collaborateurs de longue date, puisqu'il avait écrit pour lui notamment Jurassic Park et Indiana Jones 4 de mémoire, et c'est lui d'ailleurs qui va écrire le prochain Jurassic World, comme on en parle régulièrement depuis quelques semaines. Voilà pour les brèves de cette semaine.